Il existe une cruauté pire qu'un coup et plus silencieuse que n'importe quelle malédiction. C'est la pièce vide. C'est le mariage auquel personne n'assiste. Les bancs d'église laissés vides à dessein. Un silence si soigneusement orchestré qu'il dit à un homme que le monde l'a déjà enterré. Quand ils ont abandonné le duc infirme d'Aldermir le matin de son mariage, c'était exactement cela qu'ils voulaient. Un enterrement. Ils s'attendaient à un homme brisé, seul devant un autel froid, attendant une mariée qui ne viendrait jamais. Au lieu de cela, les grandes portes grincèrent en s'ouvrant, et une femme, qu'aucun d'eux ne pouvait nommer, traversa seule l'église vide. Et elle n'arrêtait pas de sourire. La chapelle d'Aldermir fut construite pour accueillir 200 âmes. Le matin où Cassian Vane devait se marier, elle en contenait 4. Il était assis là où l'allée rejoignait la balustrade de l'autel. Dans le haut fauteuil roulant que ses propres mains avaient appris à maîtriser durant 3 dures années. Et il ne laissait pas son dos toucher le dossier. C'était la seule vanité qu'il avait conservée. Un homme pouvait perdre l'usage de ses jambes et l'estime de ses pairs. Il pouvait perdre le frère qu'il avait aimé plus que sa propre vie, mais il pouvait encore choisir comment s'asseoir pendant que le monde le regardait échouer. Alors il se tenait droit. Il gardait sa main gantée immobile sur les accoudoirs. Il fixait son regard sur la lumière grise du vitrail est. Et il refusait absolument de regarder à nouveau les bancs vides derrière lui. 4 hommes. Monsieur Poole, le jeune vicaire, qui n'arrêtait pas de s'éclaircir la gorge. Il tournait les pages de son livre de prière, comme si un mariage pouvait être caché quelque part où il ne l'avait pas encore trouvé. Le vieux Pell, son intendant, se tenait tout au fond, son chapeau écrasé entre ses 2 mains, sa mâchoire serrée contre quelque chose qui ressemblait dangereusement à du chagrin. Et près de la porte, assis, une jambe croisée sur l'autre, une montre en argent ouverte dans sa paume. Un homme mince au teint cireux, nommé Sedge. Il n'était pas venu pour célébrer quoi que ce soit. Sedge était venu pour compter. C'était la créature du cousin. Et il était là pour être témoin de la fin exacte de cette histoire. Cassian savait comment cela devait se terminer. Il le savait depuis 1 mois. Depuis que les invitations avaient été envoyées, et que chaque réponse était revenue, un mensonge poli et plein de regrets. Un engagement antérieur, une indisposition soudaine. Tout le nord du pays avait découvert en même temps qu'il avait mieux à faire ailleurs. C'était l'œuvre d'Osrich. Son cousin avait passé 3 ans à apprendre à la société à regarder le duc d'Aldermir, et à ne pas y voir un homme blessé, mais un coupable. La calèche était sortie de la route du port dans l'obscurité humide. Aubrey était mort dessous, et Cassian avait survécu. La rumeur avait fait le reste. Un frère cadet qui hérite d'un duché sorti d'une tombe qu'il a aidé à creuser. C'était un mensonge élégant. Il ne nécessitait aucune preuve. Il suffisait de le répéter au bon dîner, jusqu'à ce qu'il devienne aussi lisse que la vérité. Et la rumeur seule n'aurait jamais pu lui prendre son titre. Mais le testament de son propre père le pouvait, et l'avait presque fait. Le vieux duc, que Dieu ait son âme, l'avait écrit noir sur blanc. Cassian devait être marié avant le matin de son 30e anniversaire. Sinon, la tutelle du patrimoine non transmissible par primogéniture. Chaque shilling de la fortune liquide, le toit sur la tête de chaque serviteur d'Aldermir, passerait aux mains du prochain héritier mâle, en fiducie pour Osrich, qui vendrait le bois et chasserait les paysans sur la lande en moins d'1 an. L'anniversaire était aujourd'hui. L'heure fatidique approchait. Aucune famille respectable en Angleterre ne donnerait sa fille à un homme que le comté croyait être un meurtrier. Cassian avait donc fait la seule chose qui restait à un homme désespéré. Un homme dont le nom valait encore quelque chose sur le papier. Il avait discrètement passé une annonce par un agent à Londres. Il offrait son nom et sa protection à toute dame de bonne moralité qui les accepterait. Une seule lettre avait répondu, écrite d'une main petite, précise et sans aucune crainte, par une femme qu'il n'avait jamais vue, dont il ne pouvait même pas imaginer le visage. Elle avait accepté de l'épouser par retour de courrier, et n'avait rien demandé d'autre à l'avance que l'heure du mariage. L'horloge de la tour de pierre trapue se mit à sonner. Cassian compta les coups sans respirer. Au dernier coup, la porte resta fermée. Le froid s'intensifia, et derrière lui, il entendit Sedge refermer très doucement sa montre en argent. Puis, de l'autre côté de la porte, à travers le cimetière gelé, vint le bruit d'une seule paire de pieds, marchant sans hâte vers lui.
Lynette Weir avait parcouru les 3 derniers miles à pied, car la charrette du transporteur n'allait pas plus loin que le carrefour de Netherrow, et elle n'avait pas l'argent pour discuter. Elle possédait 11 shillings en tout et pour tout, un petit sac contenant tout ce qui lui appartenait, et une paire de bottes déjà revendues 2 fois qui ne passerait pas un autre hiver. Le vent venait de la lande en longues nappes grises. Il trouvait chaque couture usée de sa cape. Elle continua de marcher. Elle avait appris, depuis 2 ans qu'on avait mis son père en terre, que le froid n'était que le froid, et qu'il ne pouvait pas vraiment tuer une personne qui refusait de s'y asseoir. Son père avait été un notaire de campagne, un homme prudent et sans importance, qui avait aimé 2 choses plus que tout, sa fille, et la formulation précise d'un document. Il lui avait enseigné les 2 métiers avant que la fièvre ne l'emporte, l'amour et la lecture. Il ne lui avait laissé que ses dettes. Et l'habitude de remarquer ce que les autres préféraient survoler. C'est cette habitude, bien plus que sa faim, qui l'avait fait répondre à l'annonce du journal londonien. Quelque chose de plus discret que le désespoir, et de bien plus dangereux, qu'elle gardait plié en tout petit derrière ses yeux, et ne montrait à personne. Elle n'avait dit à âme qui vive pourquoi elle souriait. Elle n'était pas certaine qu'elle aurait pu le mettre en mots si elle avait essayé. Aldermere se dressait devant elle sur la lande. La pierre grise était devenue noire à cause de l'humidité. La petite chapelle était tapie au bord du parc à serre, comme quelque chose que le temps avait oublié d'emporter. Il n'y avait pas de ruban noué à la grille. Aucune calèche n'attendait sur le chemin. Aucun invité ne tapait des pieds contre le gel en tendant le cou pour apercevoir la mariée. Un mariage sans aucun témoin, organisé pour un homme qu'un comté entier avait accepté d'enterrer de son vivant. N'importe quelle femme sensée aurait interprété ce vide comme l'avertissement qu'il était. Elle aurait fait demi-tour et serait retournée attendre la charrette pour le sud. Lynette souleva le loquet de la grille du cimetière et entra. Elle était à mi-chemin sur le sentier entre les pierres tombales penchées, quand un homme sortit du porche à sa rencontre. Il était mince et légèrement jaunâtre, vêtu un peu trop bien pour la campagne. Il se planta carrément sur son chemin, avec l'aisance d'un homme habitué à fermer les portes au nez des gens plus pauvres que lui. « Vous vous êtes trompé d'endroit, je le crains, dit-il. » Sa voix était agréable, ce qui était le pire. « Il n'y a rien pour vous ici, ma petite. Quoi qu'on vous ait promis, quelle que soit l'annonce à laquelle vous avez répondu, je vous conseille très sincèrement de la considérer comme retirée. Le gentleman à l'intérieur n'est pas l'homme que vous imaginez, et son arrangement ne survivra pas à la quinzaine. Il sera annulé, invalidé. Vous vous retrouverez avec votre nom dans les feuilles de scandale, et pas un sou en main pour le prouver. Rentrez chez vous, où que ce soit, tant que la route vous est encore ouverte. » Lynette le regarda longuement. Le vent tiraillait sa capuche. Elle souriait toujours, et elle vit que ce sourire le troublait. Elle le vit y jeter un coup d'œil, puis détourner le regard. Comme un homme détourne le regard d'une chose qui ne se comporte pas comme elle le devrait. « Vous êtes Monsieur Sedge, dit-elle. Vous agissez pour Monsieur Osrich Vane. » L'expression agréable se refroidit d'un seul degré prudent. « Vous êtes remarquablement bien informé, pour une étrangère venue de la lande. »« Je lis beaucoup, » dit Lynette. « J'ai lu, par exemple, le contrat de mariage que votre maître a eu l'obligeance de rédiger. Chaque clause, y compris les quelques-unes qu'il est certain que personne d'autre ne s'est jamais donné la peine de lire jusqu'au bout. » Elle laissa les mots flotter dans l'air glacial, et elle observa l'instant précis où il comprit qu'il ne savait pas, après tout, ce qu'elle savait. « Vous pouvez lui dire que j'ai trouvé la formulation très instructive, et maintenant, vous allez vous écarter de mon chemin. Je suis en retard à mon propre mariage, et je détesterais par-dessus tout que l'homme à l'intérieur croie un instant de plus que personne en ce monde ne venait pour lui. » Elle le contourna. Il ne l'arrêta pas. Il se peut qu'il en ait eu l'intention, et qu'il ait découvert, à sa propre surprise, qu'il ne le pouvait pas. Lynette monta les 2 marches usées, jusqu'à la porte de la chapelle. Elle posa ses 2 mains gantées à plat contre le vieux chêne gris. Elle inspira une seule fois l'air âpre, profondément. Et elle poussa. La porte s'ouvrit en grand, et le froid entra avant elle. Une longue lame de vent de la lande qui coucha d'un coup toutes les flammes des bougies de la chapelle. Cassian la sentit parcourir toute l'allée et toucher son visage. Puis la lumière grise du jour dans l'embrasure de la porte s'amincit autour d'une forme. Et il comprit que sa fiancée était venue. Après tout, elle était petite, ce fut sa première pensée, une pensée stupide.
petite, trempée jusqu'aux genoux et entièrement seule. Pas de père pour la conduire à l'hôtel, pas de demoiselle d'honneur pour s'occuper d'une traîne, car il n'y avait pas de traîne. Elle portait une simple robe de voyage couleur ardoise mouillée, une cape que le vent avait malmenée sur des kilomètres, et ses bottes étaient des bottes de marcheuse. Elle ne portait rien d'autre qu'un petit sac, qu'elle posa juste à l'intérieur de la porte, comme si elle comptait s'en occuper plus tard. Puis elle regarda ce vide délibéré et ruiné, passant devant 200 sièges nus, disposés pour lui dire précisément quel genre d'homme l'attendait au bout. Elle le regarda et elle sourit. Cassian avait passé 3 ans à apprendre à lire l'instant exact où le visage d'un étranger changeait. Il changeait toujours. Il y avait le regard furtif vers les roues du fauteuil, le calcul rapide et froid, le réarrangement des traits en pitié ou en dégoût, ou cette horreur vive que les gens arboraient quand ils ne savaient pas où poser les yeux. Il était devenu expert en la matière. Il l'attendait maintenant. Prêt comme un homme se prépare à un coup qu'il a reçu de nombreuses fois et sait qu'il survivra. Il ne vint pas. Elle commença à marcher vers lui. Pas rapidement, pas la tête baissée, pas avec la hâte maniérée d'une femme qui souhaiterait l'allée plus courte. Elle venait comme une personne rentre chez elle après une longue absence. Sans se presser, observons tout. Et le sourire ne faiblit pas, ne glissa pas, et ne se transforma pas une seule fois en la grimace polie qui l'attendait. À côté de lui, Poole cessa de feuilleter son livre de prière. Du fond de l'église vint le petit hoquet humide de la respiration de Pell. Dit Sedge, il n'y eut aucun son, car Sedge, pour une fois dans sa vie, n'avait rien trouvé à dire. À mi-chemin de l'allée, son regard se posa enfin sur le fauteuil. La mâchoire de Cassian se serra. « Ça y est, pensa-t-il. Maintenant ça vient. » Ses yeux allèrent aux roues, à la couverture pliée sur ses genoux inutiles, à la simple réalité de ce qu'il était. Et son sourire, incroyablement, se réchauffa. Il ne pouvait y trouver aucun sens. Il retourna la chose dans son esprit, tandis qu'elle parcourait le reste du chemin, l'examinant comme il examinait tout maintenant, à la recherche d'un piège, de la nervosité peut-être, qui se manifestait par de l'éclat chez certaines personnes, ou une moquerie si raffinée qu'il ne pouvait pas encore en sentir le tranchant, ou le vertige d'une femme qui avait décidé que si elle devait être vendue, elle serait au moins amusée. Ce n'était rien de tout cela. Il connaissait trop bien les contrefaçons de sentiments maintenant, et ce n'en était pas une. C'était la vraie pièce, et il ne savait pas ce qu'elle avait vu en lui pour la dépenser. Elle s'arrêta à une longueur de bras du fauteuil, assez près pour qu'il puisse voir qu'elle tremblait. Un tremblement fin et dur dans tout son corps, le frisson d'un corps qui a eu trop froid pendant trop longtemps. Ses lèvres étaient devenues légèrement bleues sur les bords. Elle avait marché des kilomètres dans ce vent, avec ses bottes, pour épouser un étranger que le comté appelait un meurtrier. Et elle était arrivée, grelottante et souriante, comme si on l'avait fait entrer de la tempête dans la pièce la plus chaude de la plus belle maison d'Angleterre. Cassian ne prononça pas les mots qu'il avait préparés. Il ne prononça aucun mot. Il saisit la lourde couverture de fourrure sur ses genoux, la seule chose qui cachait à chaque visiteur l'immobilité décharnée de ses jambes, la couverture qu'il n'avait permis à aucune âme vivante de retirer devant lui en 3 ans. Il la retira de ses genoux, les exposant au froid et à la pièce, et il la lui tendit à travers la petite distance qui les séparait. « Vous êtes gelé, dit-il. Ce n'était pas ce qu'un marié disait à une mariée. Ce n'était ni galant, ni tendre, ni grandiose. C'était sorti brutalement, à moitié une accusation. La voix d'un homme qui ne savait pas comment offrir une gentillesse sans la déguiser en plainte. Prenez-la, avant de vous effondrer devant le vicaire, et de donner à l'homme de mon cousin quelque chose qui vaille vraiment la peine d'être rapporté. » Pour la première fois, le sourire changea. Pas pour disparaître, mais pour s'approfondir. Elle la prit. Elle ne protesta pas qu'il aurait froid, ni ne fit le petit refus que les bonnes manières exigeaient. Elle enroula la fourrure autour de ses épaules à 2 mains, ferma les yeux le temps d'une respiration, sentant la chaleur qui y restait, et quand elle les rouvrit, elle regarda franchement ses genoux nus, sans aucune de la cécité prudente à laquelle il était habitué. « Merci, dit-elle. C'est la première chose chaude que l'on m'offre depuis très longtemps. J'essaierai d'en être digne. » Derrière elle, près de la porte, Sedge se leva de son siège avec un léger raclement de cuir de botte et prit une inspiration pour parler. « Pardonnez-moi votre grâce. » La voix agréable de Sedge portait facilement dans la pierre vide.
Il avança de quelques pas dans l'allée, les mains jointes devant lui, l'image même d'un homme s'acquittant d'un triste devoir. Je ne suis ici qu'en tant qu'observateur pour M. Osrich Van, pour veiller à ce que les formes soient respectées, et je crains de devoir noter, pour la postérité, l'irrégularité de la situation. Une mariée dont personne ne peut se porter garant. Aucune famille présente, aucun invité. Une femme arrivée à pied de nulle part le matin même où le temps imparti pour votre héritage expire. N'importe quel tribunal du pays verra cette union pour ce qu'elle est. Un artifice désespéré. Monté dans le seul but de tromper les volontés claires de votre défunt père. Je le dis maintenant pour que personne ne puisse prétendre plus tard ne pas avoir été prévenu. Cela ne tiendra pas. Les mots tombèrent dans le froid et y restèrent. Poole était devenu de la couleur du vieux suif. Ceci, comprit Cassian, était la chose que toute la matinée avait été conçue pour produire. Pas les bancs vides, ceci. Le témoin, le ricanement déguisé en inquiétude. Pour que lorsque l'histoire atteindrait Londres, elle ait déjà la forme qu'Osrich lui avait taillée. La vieille rage monta en lui. La chaleur familière qu'il avait perdue devant des témoins, exactement comme celui-ci. Il chercha plutôt la chose froide en dessous. Le contrôle qui était presque tout ce qui lui restait, et se prépara à répondre. Lynette répondit la première. « Vous avez tout à fait raison, dit-elle. » Sedge cligna des yeux. « C'est un artifice. J'ai répondu à une annonce dans un journal. Je n'ai pas de famille qui se donnerait la peine de parler pour moi. Et j'ai marché les 3 derniers miles parce que la charrette du transporteur ne m'emmenait pas plus loin. Je n'insulterai pas cette petite église froide en prétendant le contraire. » Elle le dit simplement à toute la pièce vide, et il n'y avait pas une once de honte. Elle prit l'humiliation que Sedge avait étalée, la retourna une fois et la lui rendit. « Mais vous avez fait une seule erreur, monsieur Sedge. Et vous l'avez faite parce que vous n'imaginiez pas que la mariée aurait lu quoi que ce soit. Un mariage n'est pas annulé par ces raisons. S'il en était ainsi, la moitié des grandes maisons d'Angleterre seraient vides au matin. 2 personnes majeures, consentant librement devant un ecclésiastique et un témoin. Et vous êtes le témoin, monsieur. Vous vous êtes obligeamment désigné pour cela. C'est un mariage auquel la loi ne touchera pas. Le mobile n'est rien. Le consentement est tout. » Elle laissa cela s'installer, puis ajouta légèrement, comme si elle commentait le temps. « J'ai lu le contrat que votre maître a fait rédiger. Je serai ravi de discuter de ces clauses les plus fines avec lui, directement. Quand il sera fatigué d'envoyer des commis pour faire peur à sa place. » Quelque chose s'enflamma dans la poitrine de Cassian, vif et long, inconnu. Il lui fallut un moment pour le nommer, car il ne l'avait pas ressenti depuis des années. C'était le simple plaisir animal de voir quelqu'un se tenir de son côté de la pièce. La bouche de Sedge s'ouvrit. Elle se referma. Pour la première fois, il parut incertain. Un homme venu assister à une déroute, et qui trouvait que le sol s'était discrètement déplacé sous lui. Puis il se reprit, comme le font toujours les gens de son espèce. Et l'amabilité s'étira, fine, sur quelque chose de plus froid en dessous. « Vous êtes intelligente, madame. Plutôt plus intelligente que vos circonstances ne le suggèrent, dit-il. Mon maître sera très intéressé de l'apprendre. Je pense qu'il vous rendra visite lui-même, et bien plus tôt que la politesse ne le voudrait. Profitez de vos pièces chaudes, tant qu'elles sont encore à vous. » Il inclina la tête d'un pouce précis et retourna à son siège près de la porte, car il ne pouvait pas, comme Lynette s'en était déjà assuré, quitter l'église avant d'avoir été témoin de la chose même qu'il était venu gâcher. « Monsieur Poole, dit Cassian, avant que le silence ne puisse se refroidir et durcir. Ma fiancée est à moitié gelée. Mes jambes sont un sujet de correspondance dans 3 comtés. Et le commis de mon cousin est enfin à court de choses à dire, ce que je ne croyais pas possible en cette vie. Mariez-nous maintenant, si vous voulez bien. » Poole ouvrit le livre en tâtonnant avec des doigts froids et raidis. Et il les maria dans une église construite pour 200 personnes et en contenant 5. Sa voix était fine et pressée, comme s'il craignait que le vent ne lui arrache les mots de la gorge avant qu'il ne soit engageant. Lynette Ware promit de prendre Cassian Vane d'une voix qui ne tremblait pas, bien que le reste de son corps le fît encore. Il n'y avait pas d'alliance, mais la simple bague usée que Cassian retira de son plus petit doigt, encore chaude de sa main et bien trop large pour la sienne. Elle serra le poing dessus pour ne pas la perdre sur les dalles. Personne n'applaudit quand ce fut fait. Aucune cloche ne sonna. Elle se tourna seulement vers lui, enveloppée dans sa fourrure.
arborant ce sourire qu'il ne pouvait toujours pas déchiffrer. Et elle dit si doucement que lui seul put l'entendre. Voilà. Maintenant, la partie difficile commence. Et ce n'est pas la partie à laquelle ils s'attendent. Ils ne retournèrent pas à la maison en calèche. Il y en avait une, vieille et noire et peu utilisée. Mais le chemin depuis la chapelle descendait sur des ornières gelées. Et Cassian avait renoncé à prétendre, du moins à lui-même, qu'être hissé dans et hors des choses devant un public était une amélioration par rapport à la simple réalité du fauteuil. Pell le poussa. Lynette marchait à ses côtés, toujours dans la fourrure, calant son pas sur la lente embardée des roues sur la glace, et ne suggérant pas une seule fois qu'elle pourrait aller de l'avant au chaud. Aldermere se dressa au-dessus d'eux, au tournant du chemin. Et c'était du même acabit que l'église qui la servait. C'était autrefois une grande maison. Maintenant, les 3/4 de ses fenêtres étaient sombres et voltées. Sa longue façade était striée de vert, là où les gouttières avaient cédé. Et seule une cheminée à l'extrémité et montrait un filet de fumée contre le ciel de fer. Une maison réduite à une seule pièce chaude. Comme un homme qui a résolu de ne garder le feu que dans la chambre où il a l'intention de mourir, Cassian la regarda observer la ruine où il l'avait amenée, et attendit, las, le tressaillement. Elle dit seulement qu'il y en avait beaucoup. C'est utile, ça donne un endroit où mettre les choses. Le salon était la seule pièce maintenue correctement en vie. Un grand feu avait été allumé pour la journée, et Madame Ferris, la gouvernante, et presque la dernière des domestiques d'intérieur, à part Pell et 2 filles du village, avait préparé ce que la maison pouvait offrir. Ce n'était pas un petit déjeuner de mariage. C'était du pain encore chaud du four, un plat de beurre, du jambon froid, un morceau de fromage jaune dur, une théière et un pot de confiture de prunes noires que la cuisine faisait encore chaque année avec les derniers arbres invendus du verger. Pour Cassian, cela paraissait maigre, et il en avait honte. Il vit Lynette s'arrêter sur le seuil et regarder, et il se prépara absurdement à ce qu'elle trouve cela insuffisant aussi. Elle traversa la pièce jusqu'à la table, s'assit sans attendre qu'on l'y invite, enveloppa ses mains froides autour de la théière un moment avant de se servir, et mangea. Pas avidement, ni avec les petites portions maniérées d'une femme se surveillant devant un étranger, mais régulièrement, avec attention. Comme mange une personne qui a appris à ne pas compter sur le prochain repas. Il comprit, en la regardant, qu'elle avait faim depuis bien plus longtemps qu'aujourd'hui. Il détourna le regard pour lui accorder la dignité de ce moment, et se trouva inexplicablement réticent à regarder quoi que ce soit d'autre dans la pièce. « La confiture est très bonne, » dit-elle, comme s'ils étaient 2 personnes ordinaires à une table ordinaire. Quelqu'un dans cette maison mourante se donne encore la peine de faire une chose correctement. Cela m'en dit plus sur l'endroit que les fenêtres fermées. Ce doit être Madame Ferris, dit-il. Elle n'a pas été payée intégralement depuis le printemps. Elle reste malgré tout. Je n'ai jamais osé lui demander pourquoi. Parce qu'elle attend de voir comment ça se termine, dit Lynette. Comme tous les autres. Et elle beurra une autre tranche de pain chaud, comme si elle avait réglé la question. Nous devrions parler franchement, dit Cassian enfin, quand elle eut posé sa tasse. Vous avez épousé un nom, et très peu d'autres choses qu'une personne saine d'esprit envierait. Laissez-moi vous dire ce que ce nom achète, pour que vous ne soyez pas déçus plus tard. Vous aurez des chambres dans la partie chaude de la maison, une allocation personnelle que personne ne pourra contester, et la protection du titre pour ce qu'un titre en disgrâce peut encore offrir. En retour, je n'exige rien, je le pense précisément. Rien. Vous avez satisfait à la condition de mon père au moment où vous vous êtes tenu dans cette église. Au-delà de ça, votre temps vous appartient entièrement. Je ne suis pas un homme qui a encore quelque chose à demander à une femme, et je ne prétendrai pas le contraire pour nous épargner à tous les 2 la gêne. Il avait répété ce discours de nombreuses nuits froides, et il sortit exactement aussi sombre qu'il l'avait prévu. C'était censé être une miséricorde. C'était censé lui dire qu'elle était libre. Lynette écouta tout cela, la tête un peu penchée, comme s'il lui lisait les termes d'un bail qu'elle connaissait déjà à moitié par cœur. « C'est une offre généreuse, » dit-elle, « et j'ai l'intention d'en décliner la meilleure partie. Pas les chambres. Je prendrai les chambres avec grand plaisir. J'en ai assez des froides, mais la partie où vous n'exigez rien de moi, et où je dérive dans votre maison vide, entretenue comme un 3e chat. Non, je ne suis pas venu jusqu'ici pour ça. » Elle remplit sa propre tasse, puis après un regard vers lui,
La sienne. Puis-je vous dire pourquoi j'ai répondu à votre annonce? Vous imaginez que c'était pour l'abri. Ce n'était pas seulement l'abri. Et je ne vous insulterai pas en prétendant que j'avais une file de toits plus chauds parmi lesquels choisir. Alors pourquoi? Dit Cassian. Mon père était notaire. Un petit notaire de campagne dans une petite ville de campagne. Et un très bon, ce qui explique précisément pourquoi il est mort pauvre. Il ne prenait pas les affaires qui payaient s'il les jugeait injustes. Il m'a appris à lire un document comme d'autres hommes apprennent le pianoforte à leur fille, et je n'ai jamais pu m'arrêter de le faire. Sa voix ne changea pas, mais ses yeux si. Et le sourire disparut pour la première fois, quelque part de sérieux derrière lui. Quand il est mort, les hommes qu'il avait été trop honnêtes pour flatter ont réclamé d'un coup ce peu qu'ils devaient. J'ai été chassé de la seule maison que j'avais connue en moins de 15 jours. Pendant 2 ans, j'ai vécu en copiant des actes et en grossoyant des testaments pour des avocats qui ne m'auraient pas laissé passer la porte d'entrée en tant que cliente. Pour 3 pence la feuille, dans des logements que je préférerais ne pas décrire devant un si bon petit déjeuner. J'ai appris pendant ces 2 années exactement ce que le monde fait à une femme intelligente, pauvre et seule. Il ne lui pardonne aucune des 3. Cassian ne dit rien. Il n'y avait rien qu'il aurait pu dire qui n'aurait été plus petit que la simple réalité des faits. Alors, quand votre annonce est parue, j'ai fait ce que je fais. J'ai lu autour. J'ai appris qui vous étiez et ce qu'on disait de vous. Et voici la partie qui comptait, qui profitait de ce qu'on disait. Et puis j'ai fait ce que le monsieur Sedge de votre cousin ne peut manifestement pas concevoir qu'une femme sans le sou venu de la lande penserait jamais à faire. Je suis allé au bureau des archives du district. J'ai dépensé 2 shillings que je pouvais difficilement me permettre, et j'ai obtenu une copie certifiée du testament de votre défunt père et de l'acte de règlement qui en découle. Je les ai lus dans la malle-poste en direction du nord. Chaque ligne, y compris celles sur lesquelles votre cousin mise tout son plan, en comptant sur le fait que personne ne se donnerait la peine de les lire. Cassian était devenu très calme. Pendant tout ce temps, personne n'avait choisi de se battre pour lui. Il avait oublié ce que cela faisait, et cela le troubla plus profondément que la pitié ne l'avait jamais fait. « Il y a quelque chose dedans », dit-il lentement. Ce n'était pas tout à fait une question. « Il y a quelque chose dedans », acquiesça Lynette. « Je ne vais pas tout vous exposer ce soir. En partie parce que j'ai appris à ne jamais montrer toute ma main avant de savoir qui d'autre est à la table. Et en partie parce que j'ai eu froid pendant 11 heures et que j'aimerais d'abord avoir chaud et dormir dans un lit dont personne sur cette terre ne peut me chasser au matin. Mais je vais vous donner ceci, pour que vous dormiez aussi profondément que j'ai l'intention de le faire. » Elle se pencha, et la lumière du feu se déplaça sur son visage. « Votre cousin ne veut pas seulement que vous soyez mort et sans enfant pour que le duché lui revienne. Cela lui reviendrait avec le temps, de toute façon. Il lui suffirait d'être patient. Il n'est pas patient. Il est très pressé. Et un homme n'est pressé que par une horloge dont il n'a parlé à personne d'autre. Osrich a besoin de la tutelle de votre fortune, et il en a besoin dans l'année. Et j'ai l'intention de savoir exactement pourquoi avant qu'il ne fasse quelque chose de bien pire que de vider une église. « Et qu'avez-vous besoin de moi ?» demanda Cassian. « Pour le savoir demain. Une seule chose, la salle des archives, l'endroit où cette maison conserve ses vieux actes, ses lettres et ses livres de comptes. Les papiers que personne n'a ouverts depuis l'époque de votre père. Votre cousin a eu 3 ans et des hommes intelligents pour enterrer quelque chose dans les registres publics. Il n'aura pas pensé à chercher à l'intérieur de cette maison. J'aimerais chercher à l'intérieur avant qu'il ne se souvienne que je suis là. » Le feu crépita. Quelque part, dans les profondeurs closes de la maison, une porte bougea dans un courant d'air et se referma en soupirant. Cassian regarda cette petite étrangère, en train de se réchauffer, totalement sans peur. Qui était maintenant, par la loi et devant Dieu et un témoin hostile, sa femme. Et il posa la seule question qui semblait importer. « Et si vous le trouvez, quoi que ce soit ?» Lynette sourit, et cette fois il comprit enfin une chose qu'il contenait. Ce n'était pas du bonheur, c'était de l'appétit. Alors nous ne nous contenterons pas de vous défendre contre votre cousin. Votre grâce, dit-elle. Nous lui retirerons tout le plateau de jeu. Maintenant, laquelle de ces chambres froides sera la mienne? La salle des archives se trouvait à l'extrémité nord et froide de la maison, derrière une porte que Pell dut huiler 2 fois avant qu'elle ne consente à s'ouvrir. À l'intérieur se trouvait toute la mémoire d'Aldermere, empilée et oubliée.
Des boîtes d'actes en fer blanc couvertes de poussière, des dizaines de registres du domaine, des liasses de lettres attachées avec du ruban devenu cassant comme des feuilles d'automne. 3 générations de papier d'une grande famille, déposées comme du limon. Pour Cassian, c'était une tombe. Pour Lynette, quand Pell leva la lampe et qu'elle vit l'étendue de la pièce, c'était clairement la plus belle chambre qu'on lui ait jamais donnée. « Oh !» dit-elle doucement, comme une autre femme l'aurait dit devant des bijoux. « Oh ! Cela fera très bien l'affaire. » Elle commença le lendemain matin, et elle ne s'arrêta pas. En 3 jours, elle avait fait une chose qu'aucun intendant, agent ou homme d'affaires ne s'était donné la peine de faire à Aldermere en une décennie. Elle avait trouvé l'argent du domaine. Pas une grosse somme, mais pas une petite non plus. Une série de rentes foncières dans le Nethercott Glebe qui n'avaient pas été perçues depuis avant la mort du vieux duc. Parce que le locataire qui les devait était mort aussi, et personne n'avait pensé à poursuivre ses héritiers. Et les héritiers n'avaient sagement rien dit depuis. 80 livres et plus, dus à Aldermere, dormant dans les poches d'autres hommes, faute de quelqu'un capable de lire un registre de loyer et de faire une addition. « Vous pourriez payer Madame Ferris avec ça », observa Lynette, posant le calcul devant lui, comme si de rien n'était. « Et réparer le pire des toits, et il vous resterait encore assez pour acheter un cheval qui ne vous effraie pas. Je le mentionne seulement. C'est votre argent. Je l'ai juste trouvé qui traînait. » Cassian regarda la colonne de chiffres bien nette, puis la regarda elle. Et il sentit quelque chose changer dans la pièce, qui n'avait rien à voir avec l'argent. « Vous êtes ici depuis 4 jours. 3 et demi. J'avais froid le premier jour, et je n'ai fait que me plaindre. » Il découvrit à sa propre surprise qu'il souriait presque, et que les muscles de son visage étaient raides par manque d'usage. Après cela, ils tombèrent, sans que l'un ou l'autre ne le propose, dans une façon de travailler ensemble. Il se fit amener en fauteuil le 5e jour, avec l'intention de rester un quart d'heure, et il resta des heures. Il se dit que c'était pour s'assurer qu'elle ne faisait pas de bêtises. Ce n'était pas ça. C'était que la pièce, qui avait été une tombe, avait une personne vivante en elle. Et il avait oublié ce que cela faisait à une maison. Elle avait une façon de travailler qu'il ne pouvait quitter des yeux. Elle calait 3 années de comptes les uns contre les autres et les lisait tous en même temps. Son doigt descendant le long des colonnes, non pas pour les additionner, mais pour les écouter. Comme un médecin écoute une poitrine pour le seul son qui ne devrait pas être là. Elle lisait quelque chose à voix haute quand cela l'intriguait. Et il lui disait le peu qu'il savait. Et elle ne lui fit jamais sentir le retard de sa connaissance. Elle posait ses questions comme s'il était un collègue dont elle avait besoin de la compréhension particulière, et non un infirme qu'elle ménageait. C'était, réalisa-t-il la 2e semaine, la première fois depuis la mort d'Aubrey, qu'une âme vivante le traitait comme un homme ayant encore quelque chose à donner, plutôt que comme un problème à gérer doucement jusqu'à ce qu'il en meure. Il y eut des heures dans cette quinzaine qu'il n'aurait pas échangées contre le retour de ses propres jambes. Et la pensée, la première fois qu'elle lui vint, le choqua tellement qu'il laissa passer une colonne entière de ses chiffres sans l'entendre. Elle lui avait lu les contes de la laine, les désastreux contes de la laine, et elle leva les yeux pour le trouver fixant le vide. « Vous n'écoutez pas », dit-elle sans animosité. « Non », admit-il. « Je pensais que depuis 3 ans, je n'avais pas souhaité que le matin arrive, et que ce matin, je l'ai souhaité. » Lynette soutint son regard un moment, puis elle dit gravement « C'est très touchant, votre grâce, mais la laine est toujours vendue un shilling en dessous du prix d'Alwick, et je ne laisserai pas le sentiment vous coûter de l'argent que vous venez à peine de trouver. Écoutez. » Et il rit. Un vrai rire. Le son rouillé et surprenant dans la pièce froide, et il écouta. Et il ne lui dit pas que se faire ordonner d'écouter par une personne qui le supposait manifestement encore capable de le faire était la chose la plus gentille qu'on lui ait faite depuis plus longtemps qu'il ne pouvait le dire. Le 11e jour, elle devint très silencieuse au-dessus d'un registre et ne lut pas le chiffre à voix haute. « Cassian », dit-elle. C'était la première fois qu'elle utilisait son nom, et il le remarqua même à travers son malaise soudain. « Qui est Jonas Reeve ?»« Reeve ?» Il retourna le nom dans son esprit. « Le cocher de mon père. Il a conduit pour nous pendant des années. Il conduisait la nuit de l'accident. Il garda sa voix plate, comme il l'avait entraîné à le faire sur ce mot. Il a été renvoyé après. J'ai toujours supposé. Je ne l'ai jamais revu. Pourquoi? Il n'a pas été renvoyé. » Lynette tourna le registre pour que la lampe l'éclaire et posa son doigt sous une entrée.
puis sous la même entrée dans le livre de l'année suivante, et de la suivante. Il a été mis à la retraite. Une rente de 60 livres par an, payée trimestriellement sans faute. De la Saint-Michel, après l'accident, jusqu'à ce jour. 60 livres, Cassian. Votre gouvernante n'a pas vu son salaire complet depuis le printemps. Les toits de vos locataires sont ouverts au ciel. Et quelque part dans le monde, un cocher à la retraite touche un revenu de gentleman sur ce domaine en ruine depuis 3 ans. Discrètement, par l'intermédiaire d'un agent à Morpath. Sur une instruction pour laquelle je ne trouve aucune autorité appropriée dans ces livres. Le petit feu grésilla. Cassian sentit le froid de la pièce s'installer en lui, au-delà de la couverture. Pourquoi verserions-nous une pension à un cocher que nous ne pouvions pas nous permettre, dit-il lentement. À un taux que nous ne pouvions pas nous permettre, et en le cachant. C'est la mauvaise question. Et c'est celle sur laquelle il compte que vous vous posiez. Lynette ferma doucement le registre, comme s'il glissait. On ne paie pas un homme 60 livres par an pendant 3 ans pour le récompenser. On le paye pour le garder quelque part, confortable et reconnaissant, et très loin de quiconque pourrait penser à lui demander ce qu'il a vu sur la route du port la nuit où votre frère est mort. Elle leva les yeux, et la lumière de la lampe était stable dans son regard. Vous m'avez dit que tout le comté croit que vous avez conduit cette calèche dans le fossé et tué le duc, votre frère. J'ai une question à laquelle j'ai besoin que vous répondiez honnêtement. Et j'ai besoin que vous ne reculiez pas. Vous souvenez-vous de l'avoir fait? Le silence s'étira. Personne pendant tout ce temps ne lui avait demandé cela. On le lui avait seulement dit. Non, dit Cassian, et le mot sortit de lui comme une dent. Je me souviens de l'auberge à Cold Harbor. Je me souviens d'Aubrey appelant les chevaux, bien qu'il fasse nuit et que la pluie soit venue. Et puis je me souviens d'un lit et de beaucoup de douleur, et du visage de mon père, et qu'on m'a dit après, quand j'ai pu le comprendre, ce que j'avais fait. Je n'ai aucun souvenir de la route. Ils ont dit que le coup à la tête l'avait effacé. J'ai passé 3 ans à croire chaque homme qui me disait que j'étais un meurtrier, parce que je n'avais rien dans mon propre crâne pour le contredire. Il entendit sa voix se briser et la détesta. Je ne sais pas ce que j'ai fait. C'est là tout mon tourment privé. Je ne sais pas. Lynette contourna la table. Elle ne le toucha pas. Elle s'accroupit pour que son visage soit au même niveau que le sien, et elle ne souriait pas. Alors, nous allons trouver Jonas Reeve, dit-elle, et nous allons lui demander, parce que quelqu'un a dépensé 60 livres par an pendant 3 ans pour être certain que vous ne le fassiez jamais. Et les hommes ne payent pas pour enterrer un mensonge, ils ne payent que pour enterrer la vérité. La première lettre arriva 4 jours plus tard, sur du beau papier, d'un cabinet d'avocats londonien dont Cassian ne connaissait pas le nom et dont Lynette connaissait la réputation. Elle était très courtoise. Elle regrettait d'informer sa grâce que M. Osrich Vane, en tant qu'héritier présomptif selon le testament du défunt duc, les avait chargés d'enquêter sur le récent mariage de sa grâce, lequel semblait avoir été conclu avec une hâte et une irrégularité inconvenantes, et possiblement en fraude des intentions dudit testament, et qu'il s'adresserait en temps voulu à l'autorité compétente pour faire examiner le mariage, et si les faits le justifiaient, le faire annuler. Elle faisait 3 pages, et sous toute la courtoisie, elle disait précisément une chose. Nous venons vous chercher, et nous avons amené des avocats. Cassian la lutte, et sentit la vieille nausée monter. Il avait perdu chaque combat qu'il avait mené depuis l'accident, et il avait appris à les perdre tôt pour épargner ses forces. Lynette la lut 2 fois, fit un petit son satisfait au fond de sa gorge, et demanda une plume à pelle. « Ils ont été trop loin », dit-elle en tirant une feuille vers elle. « Ce n'est pas la lettre d'un homme confiant. C'est la lettre d'un homme effrayé, déguisé en homme confiant. Et il y a une différence. Et je la lis aussi clairement que je lis les registres. Un homme sûr de son fait aurait simplement attendu. L'horloge tournait déjà en sa faveur. Votre cousin ne peut pas attendre. Alors il a fait une chose stupide. Il a mis par écrit qu'il a l'intention de contester le mariage. Et ce faisant, il m'a donné le seul fait que je souhaitais le plus connaître. Elle trample la plume. Il a sa propre horloge. Maintenant, je n'ai plus qu'à trouver ce que c'est. Il ne vit jamais la lettre qu'elle écrivit, mais il en vit l'effet. 8 jours après son envoi vers le sud, le cabinet londonien répondit en 2 lignes sèches. Et après cela, ils n'écrivirent plus rien pendant 15 jours. Quoi qu'elle leur ait présenté, cela avait persuadé des hommes chers
de décider soudainement qu'il souhaiterait être payé très cher à l'avance avant d'aller plus loin au nom de M. Osrich Vane. Cassian ne comprit pas tout. Il comprit seulement que sa femme avait tendu une petite main tachée d'encre et avait fait reculer un cabinet d'avocats londonien, et qu'il n'avait pas su qu'une telle chose était possible depuis une chambre froide au mauvais bout d'une maison mourante. La deuxième pression ne vint pas par la poste. Elle remonta l'allée gelée dans un cabriolet de location, et c'était Sedge, avec un homme large et silencieux à ses côtés, dont le manteau n'allait pas, mais dont les poings si, et un papier plié qu'il disait avoir le droit de signifier à la maîtresse de maison. Cassian fit en sorte que Pell le sorte en haut des marches pour les recevoir. Il aurait préféré être pendu que de laisser le commis de son cousin parler à Lynette à la porte, comme si elle était une femme de chambre à effrayer. « Vous ne signifierez rien à ma femme, dit-il, depuis le fauteuil en haut de ses propres marches. » Et il entendit sa propre voix sortir dans le registre qu'il avait utilisé une fois sur un terrain de parade et qu'il pensait avoir perdu avec le reste de lui. « Vous me remettrez votre papier si vous le devez, et vous vous retirerez ensuite, vous et votre brute, de mes terres avant la tombée de la nuit. La lande est traîtresse après la tombée du jour, monsieur Sedge. Je serais vraiment désolé d'apprendre que vous y avez eu un malheur. » Il laissa le silence faire son œuvre, observant le visage de l'homme. « Comme mon frère en a eu. » Sedge devint blanc autour de la bouche. L'homme large regarda le sol. Pendant un moment, le seul son fut le vent venant des sommets et le grincement du cuir froid du cabriolet. « Vous vous méprenez, votre grâce, » dit Sedge enfin. Mais l'amabilité s'était fissurée et quelque chose de petit et de vicieux transparaissait. « Je n'apporte que ce que la loi autorise. Vous amenez la rancune de mon cousin dans mon allée, dans un véhicule de location, et vous l'avez livré. Et maintenant, vous allez partir. » Cassian n'éleva pas la voix. Il avait appris qu'un homme en fauteuil qui n'élève pas la voix est plus troublant qu'un homme qui crie. Parce que le monde ne peut pas comprendre où il trouve cette certitude. « Pell, accompagnez le monsieur à la grille. Si le grand met la main sur quoi que ce soit qui m'appartient, ou sur quiconque en chemin, vous avez ma permission de le présenter à la mare aux chevaux. » Ils partirent. Le papier, quand Lynette le déplia à l'intérieur, s'avéra être beaucoup de bruit pour rien. Une demande de documents qu'il n'était pas tenu de donner. Une menace de procès, non encore intentée. « Il essaye de nous effrayer pour nous faire commettre une erreur, dit-elle, parce qu'il n'a plus le temps de nous frapper avec quelque chose de réel. » Mais Cassian vit qu'elle vérifiait elle-même les loquets des fenêtres cette nuit-là, avant que les bougies ne soient éteintes, allant tranquillement de fenêtre en fenêtre dans le noir, et il comprit que quoi qu'elle dise à voix haute, elle avait pris les points de l'homme large très au sérieux. Cette prise de conscience s'installa dans sa poitrine comme un charbon avalé. Il y avait maintenant dans le monde une personne pour la sécurité de laquelle il craignait, et il ne pouvait même pas se lever d'un fauteuil pour se mettre entre elle et une porte. Et il y avait l'horloge sous tout cela, toujours l'horloge. Lynette en avait maintenant cerné la forme, sinon encore toute la substance. « Quoi que votre cousin ait emprunté, dit-elle, l'étalant devant lui un soir comme une main de cartes. L'échéance est proche. Et il a emprunté sur la certitude que ce domaine tomberait entre ses mains. Notre mariage a mis le pied d'une étrangère dans cette porte. Il ne peut pas payer ce qu'il doit sans la tutelle. Il ne peut pas prendre la tutelle tant que vous êtes mariés. Et il ne peut pas briser le mariage en justice, car j'ai veillé à ce qu'il ne le puisse pas. Ce qui ne lui laisse que les vieux outils grossiers, la rumeur, les poings loués et un vieux cocher effrayé. Il doit prier chaque nuit pour que nous ne le trouvions jamais. Tout ce qu'il a fait depuis notre mariage a été l'agitation d'un homme qui se noie déjà. Nous n'avons qu'à atteindre Reeve avant lui. Pell partit pour Morpat le lendemain matin, avec de l'argent qu'il pouvait difficilement se permettre. Et la description d'un bureau d'agent pour suivre les 60 livres par an jusqu'à leur destination. Il fut parti 9 jours. Ce furent les 9 jours les plus longs que Cassian pouvait se souvenir. Et les plus étranges, car ils furent passés presque entièrement en compagnie de Lynette, dans la seule pièce chaude, à attendre. Et un homme apprend plus sur une femme qui attend à ses côtés des nouvelles terribles qu'il n'en apprend sur elle en une année de dîner. Il apprit qu'elle fredonnait à voix basse quand elle se croyait inobservée. Il apprit qu'elle prenait son thé scandaleusement sucré et n'en avait aucun remords. Il apprit que lorsqu'elle avait vraiment peur, elle ne devenait pas silencieuse, mais précise, rangeant le petit monde autour d'elle en rangées, et qu'elle avait peur bien plus qu'elle ne le laissait paraître, et que sa peur était pour lui et non pour elle-même.
et que cela le bouleversait plus profondément que n'importe quelle menace d'Oz Rich ne l'avait jamais fait. Le 6e soir de l'attente, avec le grésil contre la vitre et le seul feu entre eux, il lui demanda, parce que le silence était devenu assez complice pour en supporter le poids, comment était son père. Elle lui raconta. Elle lui parla du petit bureau poussiéreux au-dessus du cellier, des clients qui payaient en nœuds et en harnais réparés parce qu'ils n'avaient pas d'argent, de la nuit où son père était resté debout jusqu'à 3 heures du matin à rédiger la défense d'une pauvre veuve contre son propriétaire, pour des honoraires qu'il savait ne jamais voir, et comment il lui avait dit, en alignant les feuilles terminées, que la loi n'était jamais aussi bonne que la plus pauvre âme qu'elle consentait à protéger. Il est mort en devant de l'argent à des hommes qui n'étaient pas dignes de lui cirer les bottes, dit-elle. Et je n'ai jamais été plus fier de quelqu'un, vivant ou mort. J'ai répondu à votre annonce en partie, parce que votre cousin me rappelait ses propriétaires, et vous me rappeliez un peu la veuve. Je ne suppose pas que vous me remercierez pour la comparaison. Au contraire, dit Cassian, c'est la première chose qu'on dit de moi depuis très longtemps que j'aimerais être vrai. La 9e nuit, Pell revint à travers un grésil qui avait transformé l'allée en miroir. Il ne parla pas avant d'être près du feu du salon, ses bottes fumantes. Et puis il regarda Cassian et Lynette et dit « J'ai trouvé où va l'argent, votre grâce. » Une chaumière au-dessus de Rothbury. Reeve est là, il est vieux maintenant, et malade, et mort de peur. Pell déglutit difficilement. Mais quand je lui ai dit de qui j'étais l'homme, et que le jeune duc ne souhaitait que la vérité de cette nuit, et ne lui voulait aucun mal, il a pleuré, votre grâce. Un homme adulte à sa propre table, et il a dit une chose que je ferais mieux de vous dire assis, tous les deux. Il a dit, alors sa grâce n'a jamais su pendant toutes ces années, et ils ne lui ont jamais dit ce qui s'est vraiment passé, que Dieu me pardonne. Ils l'ont laissé le croire. Le grésil crépitait contre la vitre noire. Lynette tendit la main sans regarder, et serra fort celle de Cassian sur l'accoudoir du fauteuil. « Nous partons pour Rothbury, dit-elle, à la première lueur. » Ils ne partirent pas à la première lueur, car à la première lueur, Cassian ne put être réveillé. C'est Madame Ferris qui alerta la maison, étant entrée avec son eau de rasage et l'ayant trouvé gris et brûlant tour à tour. Les draps trempés, sa respiration courte et anormale. Le froid de la maison fermée s'était logé dans sa poitrine, comme il le faisait la plupart des hivers. Seulement, cet hiver, il y avait une route vers Rothbury qui se dressait entre lui et la première chose qu'il avait désirée depuis plus longtemps qu'il ne pouvait se souvenir. Et son corps, avec le terrible timing des corps, avait choisi ce matin, de tous les matins, pour le lâcher. Il savait vaguement, à travers la chaleur et le tourbillon de la pièce, que le voyage lui échappait, et qu'il ne pouvait pas faire obéir ses propres poumons, et la vieille rage contre sa propre chair inutile monta et se noya dans la fièvre avant de pouvoir trouver des mots. Lynette n'envoya pas chercher l'apothicaire de Netherreau, qui était un imbécile, et elle ne se tordit pas les mains. Elle avait soigné son père à travers la fièvre qui l'avait tué, et elle connaissait la forme de celle-ci, et savait que ce n'était pas encore cette forme, mais que cela pouvait le devenir dans une maison froide si elle était gérée par des imbéciles. Alors elle ne laissa pas les imbéciles s'approcher de lui. Elle fit monter le feu dans sa chambre jusqu'à ce que les servantes se plaignent du gaspillage, puis encore plus haut. Elle fit en sorte que Madame Ferris garde de l'eau à bouillir, et elle remplit la chambre de vapeur jusqu'à ce que les fenêtres coulent et que le papier peint se décolle des murs. Elle retira elle-même le linge trempé de dessous lui, sans cérémonie, et sans jamais faiblir devant le poids simple et impuissant d'un homme qui ne pouvait pas bouger ses propres jambes pour l'aider. Et elle le fit aussi simplement qu'elle tournait une page. De sorte qu'il n'y avait aucune place pour que sa honte s'installe. C'est la chose dont il se souviendrait plus tard, quand il s'en souviendrait. Pas la fièvre, ses mains, et l'absence totale de pitié en elle. Elle le manipulait comme elle manipulait une colonne de chiffres difficiles, avec une attention féroce, exacte, totalement sérieuse, qui le prenait pour un problème qu'elle n'avait pas l'intention de perdre, et non pour un objet de charité à guider doucement vers la tombe. Quand sa poitrine ne se dégageait pas, elle l'assit contre tous les traversins de la maison. Et quand il devint trop faible pour se tenir droit, elle monta sur le lit derrière lui et le soutint avec son propre corps, son bras calé contre lui, son menton au-dessus de sa tête, heure après heure, à travers le court jour gris et dans la longue nuit, pour qu'il puisse respirer.
Elle lui donna de l'eau d'orge à la cuillère entre ses lèvres gercées, quand il pouvait avaler, et lui essuya le visage, quand il ne le pouvait pas. Elle garda les cataplasmes chauds sur sa poitrine, et les changea avant qu'ils ne refroidissent. Si souvent pendant la nuit qu'elle en perdit le compte. Elle lui parlait bas et sans cesse. Non pas les cajoleries d'une infirmière, mais les paroles simples d'une collègue gardant l'esprit d'un homme attaché à la terre, lui lisant, de toutes choses, les rentes foncières récupérées, et ce qu'elle comptait faire de chaque livre. Les toits d'abord, puis les arriérés de Madame Ferris, puis un cheval qui ne l'effrayait pas, jusqu'à ce que la monotonie même de cela devienne une corde à laquelle il pouvait s'agripper dans le noir. 2 fois, sa respiration frôla la panique et son cœur s'emballa. Et les 2 fois, elle posa sa main à plat et fermement sur son sternum et dit seulement « Je vous tiens, respirez avec moi, inspirez et expirez, vous n'allez nulle part. Je ne vous ai pas d'abord donné la permission de partir. » Et les 2 fois, absurdement, docilement, son corps lui obéit, alors qu'il n'obéirait à rien d'autre sur terre. Et quelque part au milieu de cette nuit, flottant hors de la fièvre dans un moment de terrible clarté, avec tout le poids de son corps ruiné tenu contre celui de l'étrangère, et l'obscurité le rendant possible, il découvrit qu'il pouvait enfin dire la chose à voix haute, là où elle n'avait pas besoin d'être regardée. J'ai parfois souhaité être mort dans ce fossé, et l'avoir laissé vivre. Aubrey aurait dû être le duc. Aubrey était fait pour ça. Il avait le rire pour ça, et l'aisance. Et les hommes l'aimaient, sans qu'il ait à essayer. J'ai eu le titre et le fauteuil, et il a eu la tombe. Et je n'ai jamais pu décider si c'était un jugement sur moi pour ce que j'ai fait, ou simplement le monde étant ordinairement cruel et appelant cela le destin. Il fit un petit son brisé qui n'était pas tout à fait un rire. Savez-vous la dernière chose claire que je garde de lui? Pas la route. La route a disparu pour de bon. L'auberge. Il était impatient de partir. Et je lui ai dit que le temps tournait, et que nous devrions rester la nuit. Et il a ri et m'a traité de vieille femme à 27 ans. Il m'a frappé sur l'épaule et est sorti dans la cour pour appeler les chevaux lui-même. Parce qu'il ne pouvait jamais supporter d'attendre quoi que ce soit dans sa vie. C'est le dernier souvenir que je possède de mon frère. Sa main sur mon épaule et le mot « vieille femme » et la porte de la cour qui claque derrière lui. Et pendant 3 ans, je n'ai pas pu une seule fois sortir ce souvenir et le tenir. Parce qu'à l'instant où je le fais, leur histoire arrive juste derrière, et me jure que j'ai arraché les rênes à un homme ivre par ma propre fierté blessée, et que je nous ai mis tous les deux dans le fossé et tué l'imbécile rieur qui m'a traité de vieille femme. Sa voix était rauque dans le noir. Et le pire de tout, Lynette, la partie que je n'ai dite à personne, c'est que je n'ai même pas eu le droit de le pleurer. Comment un homme peut-il pleurer le frère qu'il croit avoir tué? J'ai porté Aubrey comme une pierre dans la poitrine tout ce temps. Et on ne m'a jamais permis d'être simplement triste qu'il soit parti. Chaque fois que le chagrin vient, la culpabilité vient avec et le transforme en poison. Ils ne m'ont pas seulement pris mes jambes sur cette route, ils m'ont pris le droit de regretter mon propre frère. Derrière lui, les bras de Lynette se resserrèrent jusqu'à ce que ce soit presque une douleur. Et c'était la meilleure chose qu'il ait ressentie depuis des années. « Vous ne l'avez pas tué, dit-elle, bas et ferme, et tout contre ses cheveux. Je le crois depuis 15 jours sur la base des preuves. Demain ou le jour d'après, ou quand cette misérable poitrine vous laissera vous asseoir dans une calèche, un vieil homme effrayé au-dessus de Rothbury va vous rendre la vérité de la pire nuit de votre vie. Et ce n'est pas la vérité qu'ils vous ont vendue pour 60 livres par an. Et quand il vous l'aura rendue, sa respiration se coupa et se stabilisa. Vous aurez le droit de faire la chose qu'ils ont volée. Vous aurez le droit de pleurer votre frère en homme innocent. C'est ce que je suis venu vous donner, bien que je n'ai pas eu les mots pour le dire à la porte de l'église. Pas une défense intelligente. Pas une astuce avec un testament. Seulement ça. Cassian pleura. Alors, 3 ans trop tard, de grands sanglots déchirants et sans joie qui faisaient mal à sa poitrine fissurée et s'en moquaient. Elle le tint pendant tout ce temps. Elle ne lui dit pas de se taire. Elle ne lui dit pas que tout irait bien. Elle ne lui offrit aucune des petites gentillesses inutiles et égocentriques que le monde impose à un homme en deuil pour rendre son chagrin plus pratique à côtoyer. Elle se contenta de le tenir et de le laisser faire le bruit terrible qu'un homme fait quand une blessure longtemps refermée sur quelque chose de pourri est enfin percée. Et elle resta jusqu'à ce que ce soit fini.
Vers le matin, la fièvre tomba. Il se réveilla dans une faible lumière grise, et face au fait étonnant d'elle, endormie dans le fauteuil, tirait tout contre le lit. Droite, encore à moitié dans les vêtements de la veille. Une main tombée ouverte sur le couvre-lit, comme si elle avait tenu la sienne dans son sommeil et ne l'avait lâchée que récemment. Il ne savait pas encore ce qu'il ressentait pour elle. Il ne connaissait que sa taille, et que la transaction sombre et sûre qu'il lui avait offerte lors de ce premier petit déjeuner froid, les chambres, la location, le rien exigé, était morte quelque part dans la nuit. Et qu'il n'avait pas le moindre désir de l'enterrer avec les honneurs. Elle se réveilla, le trouva en train de la regarder, et pendant un moment, aucun d'eux ne détourna le regard. Et quelque chose passa entre eux dans la lumière grise que ni l'un ni l'autre n'était prêt à nommer. La fièvre le garda au lit la meilleure partie d'une semaine. Une fois qu'il fut clairement hors de danger, Lynette se mit à aller et venir pour des courses qu'elle n'expliquait pas, disant seulement qu'elle s'occupait d'une chose qui ne pouvait pas attendre. Et il était trop faible et trop nouvellement content pour la presser. Une femme qui pouvait trouver 80 livres en un seul après-midi, aurait-il dû se souvenir, ne passait pas une semaine à ne rien faire. Il était debout et habillé, bien que loin d'être fort, le matin gris où la calèche arriva. Puis en bas, le grand heurtoir tomba contre la porte d'entrée. Une fois, deux fois, fort. Avec l'autorité plate et légitime d'un homme qui n'a jamais de sa vie été gardé en attente sur un perron. Lynette alla à la fenêtre. En bas, dans l'allée, se tenait une calèche de voyage que Cassian ne connaissait pas. Noire et neuve et très belle. Sa porte arborait un blason qu'il connaissait mieux que son propre visage, car c'était à moitié le sien. Elle resta silencieuse un moment. Quand elle se retourna, le sourire était de nouveau là, mais il était devenu de fer en dessous. « Votre cousin s'est lassé d'envoyer son commis, » dit-elle. « Osrich est ici. » Cassian ne recevrait pas son cousin depuis un lit de malade. Il fit en sorte que Pell l'habille, le rase et le descende en fauteuil jusqu'au bureau. Et si l'effort le laissait gris et en sueur, et agrippant les accoudoirs du fauteuil pour se tenir droit, alors Osrich n'avait pas besoin de le savoir. Lynette, qui s'était opposée à chaque partie de ce plan et avait perdu, prit sa place. Debout à son épaule, là où le tremblement de ses mains était caché par le bord du bureau, et où elle pouvait surveiller la porte. Osrich Van entra, apportant le froid avec lui et l'odeur de bonne eau de Cologne. Il était, comme il l'avait toujours été, le plus beau des deux de loin, prospère et à l'aise dans un manteau vert bouteille qui avait coûté plus que le salaire annuel de Madame Ferris. Et il se tint un moment dans l'embrasure de la porte du bureau miteux, observant les étagères fermées et le seul grand feu. Et son cousin, infirme derrière le bureau. Et il laissa son visage s'arranger en chagrin. « Cassian, grand Dieu, tu as l'air affreux. » Il le dit chaleureusement, comme un homme le ferait à un frère. « J'ai entendu dire que tu étais malade. Je suis venu dès que je l'ai su. Quoi qu'il y ait entre nous, nous sommes du même sang, et je ne pouvais pas rester à Londres pendant que tu... »« Tu es venu, » dit Cassian, « parce que ton temps est compté. Assieds-toi, Osrich, ou ne le fais pas. Mais épargne-nous l'affection. Ma femme a lu tes comptes, et elle est très fatiguée. Et moi aussi. » Quelque chose vacilla derrière le beau visage d'Osrich. Là, et puis plus rien. Il ne s'assit pas. Il se tourna plutôt vers Lynette. Et la chaleur qu'il lui adressa était une chose entièrement différente, huilée et pratiquée. Le charme d'un homme qui n'avait encore jamais rencontré de femme qui lui résiste. « Ah, la fameuse épouse. J'ai beaucoup entendu parler de vous. » Il sourit. « Laissez-moi être clair avec vous, madame. Plus clair que la fierté de mon cousin ne le lui permettra. Vous avez épousé un domaine mourant et un homme mourant. Je ne le dis pas pour blesser. Je le dis parce que vous êtes clairement une femme de bon sens, et le bon sens devrait être récompensé. Vous êtes entré là-dedans par désespoir, et j'honore le désespoir, l'ayant vu à l'œuvre toute ma vie. Alors, voici ce que je propose. 2000 livres, versés à votre nom le jour où ce mariage sera discrètement annulé. 2000 livres, c'est beaucoup d'indépendance pour une orpheline de notaire. Vous n'aurez plus jamais froid, ni à lire une autre annonce dans un journal, ni à marcher encore 3 miles sous la pluie. Tout ce que vous avez à faire est d'accepter que la chose était hâtive et mal considérée, et qu'il vaut mieux la défaire. 2000 livres, madame, contre un toit qui fuit et un mari qui ne peut pas monter ses propres escaliers. Soyez raisonnable. Le bureau était très silencieux. Le feu crépitait.
Cassian ne la regarda pas, parce qu'il découvrit, à sa propre honte, qu'il ne pouvait pas supporter de la voir peser le pour et le contre. Car c'était beaucoup d'argent, et il lui avait donné une maison froide et un nom dans les feuilles de scandale, et elle ne lui devait rien du tout, sauf la lettre d'un marché. « C'est une offre généreuse, » dit Lynette. C'était la même phrase qu'elle avait utilisée à Cassian lui-même, devant la confiture de prunes le premier matin. Il l'entendit, et son cœur tomba comme une pierre dans un puits. « Et je la décline, » continua-t-elle, « pour la même raison que j'ai décliné celle de mon mari, qui était aussi généreuse, et me demandait aussi d'être moins que ce que je suis. Mais je vous remercie, Monsieur Vin, d'avoir nommé un chiffre. Cela me dit que les billets arrivent à échéance encore plus tôt que je ne l'avais calculé. Un homme n'offre pas 2000 livres à une étrangère qu'il n'a pas à payer pour empêcher un mariage qui ne fait que le déranger. Il l'offre pour empêcher un mariage qui le ruine. » Elle posa légèrement le bout de ses doigts tachés d'encre sur le bureau. « Dois-je vous dire ce que je sais, ou préférez-vous continuer à faire semblant un peu plus longtemps devant votre cousin ?» Le sourire d'Osrich ne bougea pas, mais la couleur en dessous si. « Vous avez emprunté, » dit Lynette, « et vous avez emprunté énormément. Gaunt est aux hommes de Lombard Street, et vous avez donné en garantie la tutelle de ce domaine, la tutelle de toute la fortune de Cassian, comme si elle était déjà à vous. Elle n'était pas à vous. Elle n'est pas à vous. Elle ne le devient que si mon mari meurt sans être marié. Et mon mari n'est ni l'un ni l'autre. Vous avez vendu une chose que vous ne possédez pas à des hommes qui ne pardonnent pas. Et le jour où leurs billets arriveront à échéance, et que vous ne pourrez pas payer, ils le découvriront. Et il y a un mot pour vendre ce qui n'est pas à vous, en prétendant que ça l'est. Et ce mot est fraude. Et ce n'est pas jugé dans les salons que vous aimez tant. C'est jugé aux assises. Elle laissa cela s'installer. C'est pourquoi vous avez vidé une église. C'est pourquoi vous avez envoyé un commis pour m'effrayer et une brute pour effrayer mon mari. Pas de la rancune. Dès la terreur. C'est vous qui êtes en train d'être enterré, Monsieur Vin. Vous creusez le trou vous-même depuis 3 ans et vous avez presque atteint le fond. Vous ne pouvez pas prouver un mot de tout ça, dit Osrich. Le charme avait disparu maintenant, complètement effacé. Et ce qui était en dessous était plus laid, plus jeune et beaucoup plus effrayé. Il fit un pas vers le bureau. Alors prouvez-le devant un tribunal, pendant 5 ans, à un coût qui dévorera le peu qu'il reste de ce domaine, pendant que je vous saigne à blanc avec des avocats que je peux me permettre. Et vous non, vous vous oubliez, madame. Je n'ai pas besoin de gagner. J'ai seulement besoin de durer plus longtemps qu'un infirme et une fille de commis. Et j'ai beaucoup plus d'argent à brûler pour durer que vous n'en verrez de toute votre vie. C'était la dernière véritable arme qu'il avait. La menace de l'usure pure et simple. Et il la jeta comme un homme jouant un valet et priant fort pour qu'il passe pour un roi. Je peux tout prouver, mais ce n'est même pas la partie qui vous achèvera. Lynette tira un seul papier plié du bureau, et elle ne le lui tendit pas. Elle le tint seulement. Pendant que vous composiez votre pot de vin, Monsieur Vin, j'étais occupé d'une manière que vous ne pensiez pas une orpheline de notaire capable de faire. J'ai fait venir Sir Hugh Enderby, le magistrat d'Alnwick, et je l'ai emmené sur la colline jusqu'à Rothbury. Et devant lui, sous serment, signé et attesté, Jonas Reeve a donné son récit de la nuit où le vieux duc est mort. Votre cocher, Monsieur Vin, celui que vous avez payé 60 livres par an sur ce domaine pour le garder caché, reconnaissant et silencieux. Elle se tourna enfin vers Cassian, et sa voix changea. Sedouci, bien que ses yeux restassent durs sur Osrich. Vous n'avez pas conduit cette calèche, Cassian. C'est Aubrey qui l'a conduite. Il a pris les rênes à Reeve à l'auberge, malgré les protestations de Reeve, en riant, parce qu'il avait bu trop de vin. Et c'était sa calèche, sa route et sa nuit. Et il l'a fait sortir de la route, au virage du port, au galop. Vous avez été projeté et vous vous êtes brisé le dos sur la borne kilométrique en essayant de l'atteindre. Reeve vous a sorti de l'eau lui-même. Vous n'avez pas tué votre frère. Vous avez failli mourir en essayant de le sauver. Et on vous a fait le pleurer en tant que son meurtrier pendant 3 ans. Pour que cet homme, elle n'éleva pas la voix, et c'était pire pour ça, puisse maintenir le comté dans la croyance que vous étiez inapte, non mariable, et en bonne voie de tout lui laisser. Cassian ne pouvait pas parler. La pièce s'était éloignée. 3 ans se soulevèrent de sa poitrine d'un coup, et la légèreté de cela était presque insupportable. Pire à sa manière que le poids ne l'avait jamais été. Il entendit le reste,
comme s'il était sous l'eau. Aubrey avait conduit. Aubrey riante, le visage rouge de vin, saisissant les rênes qu'il n'aurait jamais dû toucher, sur sa propre route, sa propre nuit, et Cassian projeté et rampant à travers le ruisseau glacial pour un frère déjà au-delà de tout secours. Pas de culpabilité, jamais de culpabilité. Seulement du chagrin, simple, pur et honnête. Le chagrin qui lui avait été interdit tout ce temps et qui s'était transformé en poison en étant retenu. Il voulait pleurer et ne le pouvait pas. Pas ici, pas encore. Alors il agrippa les accoudoirs du fauteuil et tint bon. Elle laissa sa femme achever l'homme qui lui avait tout volé. Osrich bougea vite. Il traversa le petit bureau, en deux enjambées, et arracha le papier plié de la main de Lynette. Pour le saisir, pour le brûler, peu importait. Elle le laissa le prendre. Elle ouvrit simplement ses doigts et le laissa la voir. Elle resta à le regarder tandis qu'il le froissait dans son poing. « Une copie, dit-elle. Vous pouvez la manger si vous voulez. Sir Hugh détient l'original sous son propre sceau, à Alnwick. Une deuxième copie conforme est partie vers le sud ce matin, au cabinet même que vous avez employé pour me menacer, avec une note d'accompagnement expliquant précisément ce que leur client a promis aux hommes de Lombard Street, et précisément ce qu'il a fait sur la route du port. Je pense qu'ils vous laisseront tomber par le prochain courrier. Tout le monde est sur le point de vous laisser tomber, Monsieur Van. C'est ce qui arrive à un homme quand la chose qu'il a vendue s'avère n'avoir jamais été la sienne. Pendant un moment, Cassian pensa que son cousin la frapperait. Pell le pensa aussi, manifestement, lui qui était venu se tenir dans l'embrasure de la porte avec les deux hommes du village derrière lui. Et le vieux pistolet à cheval qu'il polissait plus qu'il ne le chargeait. Mais Osrich resta là, avec le papier ruiné dans son poing et son beau visage se décomposant. Et puis il se retourna et sortit, passant devant Pell, devant les hommes, dehors dans le froid où sa belle calèche neuve attendait. Que les hommes de Lombard Street posséderaient d'ici un mois. Ils entendirent les roues descendre l'allée, puis plus rien, puis le vent ordinaire. Lynette laissa échapper un long soupir et posa sa main à plat sur le bureau, comme si la pièce avait basculé. Cassian leva les yeux vers elle. Cette petite étrangère féroce, qui venait, en l'espace d'un quart d'heure, de lui rendre son frère, son nom et sa vie. Et la chose qui monta en lui était si grande qu'elle sortit en sonnant presque comme de la colère. « Pourquoi ?» dit-il. « 2000 livres, Lynette. Vous auriez pu les prendre la première semaine et être au chaud pour la vie. Pourquoi avez-vous fait tout ça? Le registre, les lettres, le magistrat, Rothbury, les soins, tout ça pour un homme que vous avez épousé via un journal? Dites-moi la vérité. Était-ce l'injustice de la chose? L'énigme? L'affaire que votre père aurait prise? Suis-je un client pour vous ou un... » Il s'arrêta parce qu'il n'osait pas finir, et parce qu'il avait soudain mortellement peur de sa réponse. Lynette le regarda longuement, et elle sourit. Ce même sourire, celui qu'il essayait de lire depuis qu'elle avait remonté l'allée d'une église vide. Et pour la première fois, il vacilla, et il vit qu'il y avait des larmes dedans. « Vous voulez savoir pourquoi j'ai souri ?» dit-elle. « Asseyez-vous là, je vais enfin vous le dire. Et puis, Cassian, vous allez devoir décider quelque chose. Et je trouve que j'ai plus peur de ça que je ne l'ai jamais été de votre cousin. Je vais vous dire pourquoi j'ai souri, dit Lynette. Elle tira la deuxième chaise vers le bureau et s'assit pour qu'il soit au même niveau, comme elle s'était accroupie pour être à son niveau dans la salle des archives. Parce que c'est tout, et que vous avez mérité de tout savoir. Quand votre annonce est parue dans le journal, je suis allé au registre comme je vous l'ai dit, et j'ai lu le testament et le contrat. Et j'ai compris tout de suite qu'un mariage vous sauverait et ruinerait votre cousin. Ça, ce n'était que de la loi. Et je suis doué en droit. Si ça s'était arrêté là, alors oui, vous auriez été une affaire pour moi. Une belle affaire désespérée que mon père aurait prise et perdue. Et je vous aurais épousé pour le pur plaisir froid d'être plus intelligente qu'un homme méchant. Je ne prétendrai pas que ce plaisir n'en faisait pas partie. C'en était une. Mais j'ai fait une chose de plus avant de répondre. Et c'est la chose que vous ne savez pas. Je ne pouvais pas savoir à quoi vous ressembliez, ni comment vous parliez, ni si vous étiez gentil. Il n'y avait qu'un seul portrait de vous disponible. Une petite gravure dans le livre d'un vieux marchand d'estampes sur les familles du Nord, faite avant l'accident, quand vous étiez encore un homme entier et public. Je l'ai acheté pour un penny. Je l'ai toujours.
Elle plongea la main dans le corsage de sa robe et en sortit un bout de papier plié, doux à force d'être manipulé. Et elle le posa sur le bureau entre eux. C'était un portrait gravé bon marché du visage d'un jeune homme, presque usé le long de ses plis. J'ai regardé ce visage pendant de nombreuses soirées dans une chambre froide, Cassian, et je me suis fait une opinion sur vous bien avant de voir le fauteuil. J'ai décidé qu'un homme que le monde entier s'accordait à appeler un meurtrier, et qui ne s'était pas une seule fois défendu dans les journaux ou les tribunaux ou n'importe où, était soit vraiment coupable, soit un homme si certain de sa propre inutilité qu'il s'était simplement couché sous le mensonge et l'avait laissé le couvrir. Et j'ai tout misé, ce que j'avais, c'est-à-dire 11 shillings et mon seul libre choix, sur la deuxième option, que sous le meurtrier qu'ils avaient construit, il y avait un homme qui avait aimé son frère, avait été lésé et avait abandonné. C'est pourquoi je souriais en remontant cette allée. Pas parce que j'étais courageuse et pas à cause du testament. J'ai souri parce que j'avais dépensé un penny et 15 jours à décider de croire en vous, sans vous avoir vu. Et puis les portes se sont ouvertes et vous étiez là. Assis bien droit dans ce fauteuil, dans une église vide qui avait été arrangée pour vous briser. Refusant avec le dernier de tout ce que vous aviez d'être pris en pitié. Et j'ai pensé, le voilà. J'avais raison. C'est exactement l'homme de la gravure, après tout. Et j'étais si contente, Cassian. J'étais si purement, ridiculement contente d'avoir eu raison sur vous, que je ne pouvais pas m'arrêter de sourire. Et je n'ai jamais regretté un seul pas de cette froide marche depuis. Cassian regarda le petit portrait usé de l'homme qu'il avait été, qu'une étrangère sans le sou avait porté contre son cœur dans une malle-poste vers le nord, et il découvrit qu'il ne pouvait pas le voir très clairement, parce que ses yeux s'étaient remplis de larmes. « Vous avez décidé de croire en moi, dit-il, pour un penny, avant de m'avoir rencontré. C'est le meilleur investissement que j'ai jamais fait, dit Lynette. Et j'ai trouvé 80 livres pour le domaine ce mois-ci, donc je suis bien qualifié pour en juger. » Il rit, et le rire se brisa au milieu en autre chose. Et elle se leva de sa chaise et s'agenouilla près de la sienne. Et il prit son visage taché d'encre dans ses deux mains balafrées, comme il avait voulu le faire depuis le matin où elle était sortie du vent. Et il l'embrassa. Pas avec la faim écrasante d'un homme réclamant une possession. Lentement, prudemment. Comme un homme manipule une chose qu'il a décidé, contre toute son éducation, de se permettre de garder. « Restez », dit-il contre sa bouche quand il le put. « Pas l'arrangement, pas les chambres et la location, et le rien exigé. Je retire tout. Je n'ai rien de sensé à vous offrir à la place. Seulement un nom réparé et un toit qui fuit, et un mari qui ne peut pas monter ses propres escaliers, et absolument tout ce que je suis, aussi longtemps que vous voudrez de moi. Restez, Lynette, comme ma femme en vérité. Choisissez-le comme vous avez choisi la marche. » « Je l'ai choisi pour un penny dans une chambre froide il y a 1 mois, dit-elle, et j'attendais seulement que vous me rattrapiez. Oui, en vérité, maintenant et pour de bon. » Il appuya son front contre le sien, et ils restèrent ainsi un moment. 2 personnes, toutes deux rejetées par tous ceux qui auraient dû les aimer. S'accrochant dans un bureau froid au fait improbable et chaleureux d'avoir été, contre toute attente, trouvés. « J'ai passé 3 ans, dit-il, tout à fait certain que la chose la plus gentille que le monde pouvait faire pour moi était d'oublier que j'y étais. Et je ne l'aurais même pas laissé essayer, dit Lynette. Non, je suis extrêmement têtu, votre grâce. Vous feriez bien de vous y habituer. La vérité de cette nuit, elle la lui donna correctement plus tard, quand la maison fut calme. Le récit complet de Reeve, lu de sa voix stable près du feu. Chaque détail. Pour qu'il puisse enfin sortir le souvenir de son frère et le tenir sans que le mensonge n'arrive sur ses talons. Et Cassian pleura Aubrey, cette nuit-là, en homme innocent. Proprement, terriblement, pour la première fois. Et c'est Lynette qui s'assit avec lui, pendant tout ce temps, comme elle l'avait promis à la porte de l'église. Le reste, le monde s'en chargea, comme le monde le fait une fois que le vent tourne. Sir Hugh Enderby n'était pas un homme discret. Et un duc accusé à tort de fratricide et innocenté sur le serment d'un cocher était une bien meilleure histoire qu'un duc tranquillement enterré. Et elle parcourut tout le nord du pays et descendit jusqu'à Londres avant la fin du mois. Les familles qui avaient vidé son église découvrirent tout en même temps qu'elles avaient toujours cru en son innocence.
et qu'elles avaient toujours eu l'intention de passer. Et elles le firent maintenant, dans un flot de cartes et de calèches, que Cassien prit un plaisir méchant et total à refuser. Quand Lady Marchmont, qui avait snobé Lynette dans la ruelle de Nethercot, pas 4 mois plus tôt, envoya sa carte avec une petite note chaleureuse, se proposant pour le thé. La nouvelle duchesse d'Aldermere répondit de sa petite main exacte qu'elle regrettait de ne pas être chez elle, et ne prévoyait pas d'être chez elle pour sa seigneurie à une date future qu'elle pouvait actuellement prévoir, et restait, etc. Cassien fit encadrer la réponse. Osrich Vane ne passa pas aux assises à la fin. Les hommes de Lombard Street, une fois qu'ils comprirent ce qu'il leur avait promis, ne voulaient aucun scandale qui pourrait leur coûter leur argent, et se contentèrent de le dépouiller jusqu'à l'os et de le laisser partir à l'étranger. Ce qu'il fit discrètement dans une ville bon marché sur une côte étrangère, où un homme pouvait vivre petitement de rien et ne plus jamais avoir chaud. C'était, observa Lynette, une sentence plus appropriée que n'importe quel juge n'aurait pensé à prononcer. Le printemps arriva tard à Aldermere cette année-là, mais il arriva. Le gel quitta la lande en une seule semaine douce, et les fenêtres fermées de la grande maison furent ouvertes elles par elles, jusqu'à ce que sa longue façade brille sous le mince soleil du nord. Les toits avaient été réparés, car un nom blanchi s'avéra valoir bien plus à la banque qu'un nom en ruine. Madame Ferris fut payée intégralement et resta malgré tout, et chantait maintenant en faisant la confiture de prunes. Et il y avait de nouveau des domestiques dans les couloirs. Et la plupart des matins, le son de la voix d'une femme lisant des chiffres à voix haute dans la pièce qui avait été une tombe. Lynette gérait maintenant le domaine depuis le large bureau qui avait été celui du père de Cassien, avec un système de classement qui terrifiait le nouvel intendant et une habitude de trouver de l'argent qui ne faillit jamais. Cassien avait pris le plus petit bureau dans le coin sans se plaindre. Il était dehors la plupart des jours où le temps le permettait, dans un fauteuil léger que Pell avait équipé de hautes roues pour les terrains accidentés, parcourant les limites et les tenures qu'il n'avait pas pu supporter de regarder en 3 ans. Apprenant enfin le domaine dont il avait hérité d'une tombe, il ne pouvait pas le parcourir à pied. Les locataires s'en souciaient bien moins qu'ils ne l'avaient si longtemps supposé. Ils n'avaient jamais voulu un duc qui pouvait escalader leurs échaliers. Ils avaient seulement voulu un duc qui viendrait. Un matin ensoleillé d'avril, il rentra boueux des champs bas pour trouver sa femme au grand bureau, souriant au-dessus d'une colonne de chiffres, et il s'arrêta dans l'embrasure de la porte pour la regarder, parce qu'il ne pouvait toujours pas entièrement croire en elle. Elle pensait que peut-être il ne le pourrait jamais. « Vous me dévisagez votre grâce, » dit-elle sans lever les yeux. « Oui, je pensais à l'église, » dit-il. Il voulait que ce soit un enterrement, vous savez. Les bancs vides, le silence. Ils ont tout arrangé pour me mettre en terre de mon vivant. Il se dirigea en fauteuil vers son bureau, prit sa main tachée d'encre et la retourna dans la sienne. Ils n'ont rien enterré ce jour-là. Ils ont seulement planté quelque chose et étaient trop stupides pour le savoir. Et il se félicitait de l'enterrement pendant que ça prenait racine. Lynette leva sa main et pressa ses lèvres sur les jointures balafrées, et elle souriait toujours. Et maintenant, enfin, il comprenait chaque partie de ce pourquoi. « Laissez les chiffres, dit-il. C'est un beau matin, et je suis un duc, et j'ai décidé que nous pouvions tous les deux être oisifs avant midi, si nous le souhaitons. Vous êtes un scandale, dit-elle en se levant, et je vous ai épousé via un journal, et c'est le meilleur travail que j'ai jamais fait. » Et elle sortit avec lui dans la maison lumineuse et s'envolait, et n'arrêta pas de sourire, et lui non plus.